objectifs. Mhm. Ok, merci Je beaucoup. peux aussi ajouter. Oui, oui, Miss Christie. En fait, en économie, on peut aussi dire qu'un modèle économique est une représentation simplifiée de la réalité économique. Dans le sens que il peut se baser en fait sur des hypothèses économiques ou pas. Elle peut, disons, c'est un modèle qui peut aussi montrer ce que nous pouvons faire dans l'avenir. Voilà. Vous voyez que j'avais raison de dire que ces choses, vous les connaissez. Effectivement, c'est tout ce que vous venez de dire. Et on va voir quand même quelques éléments que j'ai essayé de résumer par rapport à ce que c'est qu'un modèle économique. On dit d'abord que le modèle économique, c'est un outil qui nous permet de décrire comment est-ce qu'une entreprise va générer du revenu. Parce qu'ici, nous parlons de l'entrepreneuriat, nous parlons de vous qui êtes entrepreneur, qui êtes porteur de projet, qui êtes chef d'entreprise. Alors, on dit que le modèle économique, c'est cet outil-là. Il y a une main levée? Oui, c'est Karine. Oui. C'est Karine. Oui. Oui, oui, Karine. C'est Karine. Oui. Je dis, un modèle économique, c'est mettre en place les stratégies par... Un modèle économique, c'est mettre en place les stratégies par ses affaires. Pour son affaire. Ok. C'est mettre en place une stratégie par son affaire. Oui. Merci beaucoup, Karine. C'est un peu tout ça. On disait que c'était un outil qui nous permet de décrire comment est-ce que notre entreprise va générer du revenu ou gagner de l'argent et aussi créer de la valeur. Je pense que vous savez que l'entreprise, lorsqu'on la crée, ce n'est pas seulement pour répondre à un besoin ou être utile soi-même à sa communauté, mais c'est surtout pour faire de l'argent. L'entreprise, ce n'est pas une ONG, c'est pas une ASBL pour faire du bien aux gens, rendre les sourires et tout ça. On crée ça, c'est pour que ça donne du revenu aux promoteurs. Alors, en dehors du fait que vous ayez identifié le besoin, que vous ayez votre solution, l'autre question que vous vous posez, c'est que comment au travers de ma solution qui va répondre à ces besoins-là, je vais faire de l'argent? Comment est-ce que je gagnerai de l'argent au travers de cette solution-là? Répondre à cette question-là vous met déjà dans la ligne de réfléchir à votre modèle économique. Je ne sais pas si on se comprend par rapport à cette première définition. Est-ce qu'on sait saisir quelque chose? Est-ce qu'on sait saisir quelque chose? En tout cas, moi, j'aimerais bien qu'on interagisse. Si on peut garder nos micros ouverts pourvu qu'il n'y ait pas beaucoup de bruit autour de nous, qu'on soit quand même en train de se suivre. Alors, je pense que cette première définition, elle est assez claire. C'est cet outil qui nous permet de visualiser comment est-ce que nous pensons gagner de l'argent à travers notre solution et créer de la valeur aussi. Deuxièmement, on nous dit plutôt que le modèle économique nous permet de définir effectivement ce que notre entreprise vend et on vend cela auprès de quels clients, dans quel but, de quelle manière et pour quel bénéfice. On a compris par le modèle économique comment est-ce qu'on gagne de l'argent. Ça veut dire dans les détails, ce qu'on comprend, c'est que cet argent, on le gagne en vendant quoi effectivement? Et ce qu'on vend, on les vend auprès de qui? Auprès de quelle cible? Auprès de quel client? Pour répondre à quel problème ou à quel besoin? C'est ça le but. Et on vend ça comment? Et quels sont les bénéfices qu'elle en fait? On dit que brièvement, c'est cet outil qui nous permet de répondre à ces deux questions importantes. Le modèle économique nous aide à répondre à ces deux questions importantes. La première question à laquelle notre modèle économique doit répondre, c'est que est-ce que notre offre ou notre solution répond à un besoin réel des clients? Est-ce que notre solution répond à un besoin réel des clients? Là où vous avez trois éléments importants. Vous avez votre solution ou votre offre, vous avez le besoin et les clients. Donc votre solution que vous avez déjà imaginée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on n'est plus à l'étape où on doit réfléchir à la solution. Aujourd'hui, si on vous a sélectionné, c'est parce que vous nous avez proposé des solutions. Alors après cette session, vous devez vous rassurer que votre solution là que vous avez proposée depuis le début, elle répond à un besoin réel d'une clientèle cible.
Et la deuxième question que vous vous posez, qu'on se pose au travers du modèle économique, c'est que comment est-ce qu'on compte se démarquer des autres au travers de la solution qu'on apporte? Et cela, c'est par l'innovation qu'on apporte. L'innovation, on l'apporte par l'offre qu'on propose, une offre qui est différente de toutes les offres qu'il y a sur le marché. L'innovation peut être au travers de l'usage qu'on fait de cette offre-là. Le même produit qui peut être vendu, qui est utilisé pour autre chose, vous l'amenez, vous dites aux gens, ah, généralement, l'eau des bouteilles là que vous prenez ça juste comme ça. Mais moi, j'ai découvert d'autres propriétés de cette eau des bouteilles là. Si tu souffres de la malaria et que tu prenais cette eau là, ça va te guérir. Là, vous voyez que vous avez apporté une innovation sur un produit qui existait déjà, mais en démontrant un autre usage de ces mêmes produits là. L'innovation, ça peut être aussi par le moyen mis en œuvre. Par exemple, il y a un produit qui se vend chez vous à Kanangawa en Mbuji-Mayi, pour lesquels les clients doivent se déplacer, aller au marché, le payer. Alors vous ramenez le même produit, mais vous créez deux points de vente dans les différents coins de la ville. Et facilement, la personne sort de chez elle, elle le paye au travers de ce point de vente. Ou carrément, vous pouvez créer une application, ou un truc Facebook, une page Facebook. La personne commande et vous faites la livraison. Pourtant, les mêmes produits se vendent dans des grands marchés. Votre innovation, ce n'est même pas au niveau du produit, mais c'est comment est-ce que vous mettez à disposition ces produits-là. Ça peut être aussi au travers d'une stratégie commerciale. Est-ce qu'on est en train de se suivre, s'il vous plaît? J'aimerais me rassurer. Oui, on est. Voilà. Ouais, nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour conclure, je dirais par rapport à cette première partie sur ce que c'est que le modèle économique, je dirais que le modèle économique, ce n'est pas un fruit de votre imagination. Vous vous asseyez dans votre salon et puis boum, le modèle économique apparaît ou vous l'avez sur papier. Non, non, le modèle économique, c'est le fruit des études que vous menez, des analyses que vous menez sur le marché cible. Aujourd'hui, vous êtes entrepreneur à Kananga, vous êtes entrepreneur à Mbuji-Mayi, votre marché, c'est celui-là. Ça veut dire qu'avant de penser, lorsque vous êtes en train de penser à votre solution là, vous devez penser à cette solution en pensant au marché sur lequel vous devez apporter cette solution là. Ça, c'est la conclusion que je donnerai par rapport à cette partie. Alors, vous posez certainement la question, on a vu ce que c'est que le modèle économique. Comment est-ce qu'on le construit alors? Alors, construire le modèle économique revient à vous poser ces 5 questions. Donc, pour construire votre modèle économique, vous devez vous poser ces questions importantes. Elles sont 5. La première question, demandez-vous quel est le produit ou les services que vous souhaitez proposer. Je pense qu'aujourd'hui, chacun est en mesure de répondre à cette question-là. Chacun de nous. Chacun a un produit, chacun a le service bien identifié qu'il faut proposer. Donc, dites-vous d'abord c'est quoi le produit, le service que vous voulez proposer. Deuxièmement, ces produits ou ces services, vous les proposez à qui? Quels seront vos clients? Et comment vous pensez atteindre ces clients-là? Ça veut dire, lorsque on dit quels seront vos clients, on va le voir un peu plus tard. Vous devez avoir l'idée globale de ces clients-là, qui ils sont exactement, où ils habitent, comment ils vivent. Ça vous permet de voir aussi comment est-ce que vous allez atteindre ces clients-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise qui est, par exemple, pour ceux qui sont en Mbuji-Mayi, logés dans la commune de Bipemba, alors qu'on veut livrer sur toute la ville de Mbuji-Mayi, sans se demander comment je ferai pour atteindre les gens qui sont dans la commune de la Mouya. Donc, c'est ici que vous devez vous poser ces questions-là. Troisièmement, la question que vous posez, c'est que quels sont les avantages de votre produit ou de vos services par rapport aux concurrents? Vous venez sur un marché qui est déjà abondé. Vous n'êtes pas le premier à entreprendre. Vous n'êtes pas le premier à vous positionner sur ces marchés-là. Ça veut dire que la solution que vous voulez proposer aujourd'hui, elle existe déjà. La mayonnaise que Giscard est en train de proposer à Kananga, elle existe déjà sur le marché. On a la mayonnaise mayo, on a la mayonnaise mayo pili-pilé, on a toutes ces choses-là. Alors, Giscard, en venant ramener sa mayonnaise faite localement, quels seront les avantages de sa mayonnaise qui feront à ce que, aujourd'hui, moi, que je n'aille pas payer la mayonnaise mayo dont je vois Papa Tito et ça faire la publicité. Que j'ai payé la mayonnaise de Giscard
dont on n'a pas encore commencé à faire la publicité. Donc, il faudrait que Jusqu'à arrive à identifier les propriétés ou les éléments d'avantage qui le placent au-dessus de la concurrence avec les autres. L'autre question, quelles sont les ressources que vous devez mettre en œuvre pour créer votre produit ou votre service? Votre produit, votre service, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, ce n'est pas une imagination que vous avez, c'est quelque chose que les gens doivent consommer. Alors, quels sont les moyens que vous devez mobiliser pour parvenir à mettre en œuvre cette solution-là? Vous devez avoir en esprit ces moyens-là. Les avoir au détail, parce que on va comprendre plus tard que le prix que vous fixez dépendra des ressources que vous mobilisez pour mettre en œuvre votre solution. Si vous notez mal ces ressources-là, vous allez fixer un prix de votre produit qui va faire à ce que vous puissiez faire faillite, que vous ne puissiez pas faire du revenu. C'est comme ça qu'ici, c'est important de noter tous les détails. Si pour mettre en place votre produit, vous devez passer un appel, faire un contact, les crédits que vous utilisez là, vous devez les noter dans les ressources. On va y arriver. Enfin, la dernière question que vous vous posez, c'est que quelles sont les principales dépenses et les recettes générées par votre activité? Est-ce qu'il y a une question jusque-là par rapport aux deux premiers points que nous venons de voir? Y a-t-il une question? Écoute, moi j'ai une petite question. Oui. Et c'est de savoir. Je crois que vous avez bien soulevé cette partie dans votre speech. Oui. Est-ce qu'un produit localement doit nécessairement être moins cher qu'un produit importé? Parce que déjà par rapport au réseau, par rapport au prix comme vous l'avez parlé, j'aimerais avoir plus de détails si c'est nécessaire que le produit qui est fait localement se revienne à moins cher que celui qui est importé. Dans les conditions normales, le produit fait localement doit être moins cher. Dans les conditions normales, parce que vous utilisez les ressources qui sont disponibles localement. Maintenant, dans nos contextes, c'est un peu difficile. Dans nos contextes, on a un problème d'infrastructure pour acheminer la matière première. On a le problème des ressources humaines. On a tous ces problèmes-là. C'est difficile, en fait. Parce que la matière première, il y a certaines matières premières que vous devez utiliser, vous devez payer ailleurs. Ça met le temps pour arriver. Et le temps que ça met, il y a variation de taux d'échange. Il y a tous ces facteurs-là. Il y a peut-être un véhicule que vous avez loué qui met plus de temps que prévu sur la route. Vous devez payer des frais supplémentaires. Ça fait que, en arrivant, lorsque vous calculez tous ces coûts-là, et c'est des coûts exorbitants. Mais maintenant, il faudrait réfléchir. Pour proposer un produit effectivement qui se positionne aussi même en termes de coûts un peu plus bas que les produits étrangers. Parce que le coût, c'est un facteur important par rapport à la concurrence, Jusqu'à. Aujourd'hui, vous n'allez pas proposer une mayonnaise faite localement. Vous la proposez à 2 fois plus cher que la mayonnaise qu'on importe. Parce que vous savez déjà que nos communautés, on a un problème comportemental par rapport à la consommation. Le produit qui vient d'ailleurs, on pense que c'est le meilleur. On te dira, ah, mayonnaise, ou du peut-être mon magnan. Il faut tout là, à batok. Pourtant, les batok là, peut-être qu'ils font aussi ces histoires dans les mauvaises conditions, même plus pire que nous. Juste le fait que on a ces petits complexes là, colonial, on s'est dit à Batoka, donc c'est propre, tels qu'ils sont clairs sur leur visage, donc tout est clair et clean chez eux. C'est comme ça que dans la stratégie en tant qu'entrepreneur, il faut toujours voir dans la mise en place de ton produit, quels sont les éléments que tu peux mettre pour que, même en termes de coût aussi, que tu puisses faire face à la concurrence. Soit tu as le même prix que les autres, mais tu proposes un service de plus. Soit tu peux dire, j'ai une différence peut-être de 1% par rapport au prix des autres, mais lorsque vous payez 2 produits, il y a un bonus qu'on accorde. Donc, il faut toujours penser, au-delà du prix, penser à la proportion de la valeur que vous apporterez pour être au-dessus des autres. Parce qu'il y a aussi un problème. Si vous réussissez à attirer les gens par un petit quelque chose là, les gens ne vont pas regarder au prix. Par exemple, chez vous, lorsque les gens viennent payer vos produits, votre mayonnaise, vous prenez le temps de faire enregistrer ces gens-là, vous posez des questions, c'est qui votre nom, votre famille, vous habitez où, votre date d'anniversaire, c'est comment et tout.
Et à chaque fois que c'est l'anniversaire de votre client là, vous tâchez à lui souhaiter un joyeux anniversaire en lui envoyant une carte de vœux. Vous lui envoyez une carte de vœux, peut-être vous lui offrez une boîte de mayonnaise et tout ça. Vous voyez que votre mayonnaise, elle est un peu plus chère que les autres, mais il y a des avantages que vous offrez. On en parlait lorsqu'on va commencer à parler des relations, en fait, du Canva, même du business model. Donc, c'est un peu ça, pour être bref, par rapport à votre question. Je ne sais pas s'il y a un autre élément, une autre question. Alors, on va continuer. S'il vous plaît, Madame Nana, essayez de voir un peu la réunion là. On me notifie qu'on est en train de finir. S'il y a moyen de prolonger ou je ne sais pas comment on fait. Mais je pense que ça ne va pas couper. Ça ne va pas couper quand même. Alors, pour arriver à mettre en place le modèle économique, il y a un outil qu'on va finalement mettre en place. Parce que vous allez voir que le modèle économique en soi, c'est un outil effectivement, mais c'est un outil au niveau de la planification. Donc, lorsqu'on est en train de construire le modèle économique, on est encore au niveau de la planification, au niveau où on se pose des questions, au niveau où on est en train de faire des analyses. Donc, lorsqu'on a fini de se poser ces questions ici, je vous rappelle que les questions, lorsque vous les posez, les 5 questions, lorsque vous les posez, tâchez de noter. Ayez une feuille à côté, notez les réponses à chacune de ces questions ici. Lorsque vous finissez à répondre à ces questions, là maintenant, vous vous mettez à commencer finalement à tracer votre modèle économique. Et le modèle économique, on les trace au travers d'un autre outil qu'on appelle les business model Canva. Donc c'est l'outil même qui nous permet de visualiser notre modèle économique, le business model Canva. On va voir ce que c'est que le business model Canva. C'est un peu plus bref. On nous dit, c'est la partie concrète du business model. Le business model, c'est la partie réfléchie, c'est la partie planification. La partie abstraite, on se pose des questions. Mais le modèle Canva, d'ailleurs, vous comprenez que c'est un Caneva. Le business model Canva, c'est la partie concrète. C'est un document d'une page au travers duquel on retrouve tous les éléments dont on s'est posé de questions ici. Est-ce qu'on arrive à comprendre la différence entre les deux éléments? D'accord. Alors, si on comprend, c'est quoi alors qui constitue le business Canva? Qu'est-ce qui constitue le business model Canva? Oui, il y a une question, il y a une main. Oui, espérons. Oui, coach. Ici, j'avais une petite préoccupation. Quand vous parlez du business Canva, et moi, je fais allusion à ce que je connais un peu. Oui. Parce que j'ai déjà entendu parler du business planning. Ok. Dans le business planning, nous présentons en fait tous les processus tels que vous l'avez dit. Et en fin de compte, il y a même les dépenses faites que nous devons faire là-bas. Nous calculons même notre rentabilité. Donc, les revenus que nous aurons dans l'activité et la rentabilité sera de combien? Y a-t-il une différence par rapport donc business planning et business Canva? Y a-t-il une différence? Effectivement, il y a une grosse différence. Déjà, il faut comprendre que le business model, c'est un peu un outil qu'on fait au tout début. Avant qu'on arrive même au business plan, on commence d'abord, il y a d'autres outils par lesquels on commence par faire des analyses, l'analyse d'opportunités au travers de l'analyse SWOT qu'on fait pour étudier ses forces et faiblesses, les opportunités autour de nous et les menaces. Après, on construit le business model pour comprendre comment est-ce que l'entreprise va faire de l'argent et tout. Après, maintenant, c'est là qu'on va commencer à faire le business plan. Donc, le business plan, c'est l'outil le plus complexe à côté du plan financier. C'est l'outil le plus complexe lorsqu'on doit faire la planification de son projet. Et d'ailleurs, le business plan contient le business model. Donc, c'est différent. Je dirais Mutu Kosuke, le business model, c'est comme le petit-fils ou l'enfant du business plan. Le business plan, c'est le papa. En tout cas, il a plus d'éléments de notre projet. Il décrit au mieux notre projet dans sa partie exécution, mise en œuvre, les analyses des études de marché et tout. Ici, on ne parlera pas de l'étude du marché, par exemple. Dans le business plan qu'on parlera de l'étude du marché, on parlera du plan financier et de tout ce qui va avec. Donc, c'est un peu ça.
Merci beaucoup. Alors, on a dit que c'est un document d'une page. Donc, il ne peut pas dépasser une seule page. On verra le modèle un peu plus bas. Alors, quelles sont les composantes du business model Canva? Le business model Canva, la structure normale a 9 composantes. Ça, c'est bien connu. Même les plus grands experts vous diront la même chose. Il a 9 composantes. La première composante, c'est ce qu'on appelle segment client. Ici, on s'est dit que vous connaissez déjà ce que vous faites. Vous avez votre solution. Et on se pose la question, votre solution, vous l'adressez à qui? C'est comme ça que la première composante, c'est les segments clients. La deuxième composante, c'est la proposition de la valeur. Troisième composante, canaux de distribution. Après, nous avons la relation client. Nous avons les sources de revenus, les ressources clés, les activités clés, les partenaires clés et les structures de coûts. C'est des éléments que nous allons voir en détail tout à l'heure. Donc, ce sont là les composantes du business model Canva. Alors, comment est-ce que se présente même les business model Canva, l'image du business model Canva? Là, vous avez l'image globale du business model Canva. Vous avez les 9 composantes dont je suis en train de parler ici. Vous avez cette première composante-là, segment client, qui occupe le numéro 1. Parce qu'on pense qu'il n'y a pas des solutions sans client. C'est comme ça qu'on a mis ça au numéro 1. Si votre produit existe, si votre jus de fruits existe, c'est parce que les clients ont d'abord existé. C'est comme ça que les clients, il est au numéro 1. Et au numéro 2, on revient maintenant à votre solution. Votre solution, c'est laquelle et surtout, quelle est la valeur unique de votre solution? Qu'est-ce que votre solution a de plus particulier? Ça, c'est au numéro 2. Au numéro 3, on revient maintenant à comment est-ce que votre solution ira de votre main vers les clients. Quels seront les canaux de distribution de votre solution? Comme ça que vous avez même vu, on a illustré par un petit véhicule. Et on a au numéro 4, la relation client. Comment est-ce que vous allez vous entretenir avec vos clients? Je parlerai en détail tout à l'heure. Au numéro 5, on parle des sources de revenus. Comment est-ce que votre solution fait entrer du revenu au travers de votre entreprise? Numéro 6, on a les ressources clés qui vous permettent de mettre en œuvre votre solution, de les distribuer et de maintenir votre relation client. Au numéro 7, on a les activités clés qui vous permettent de mettre en œuvre votre solution. Au numéro 8, nous avons les partenaires clés que vous devez mobiliser pour arriver à mettre en œuvre votre solution. Au numéro 9, nous avons la structure des coûts. Les coûts que vous devez mobiliser ou que vous devez engager pour arriver à mettre en œuvre votre solution. Là, c'est la présentation globale du business model Canva. C'est ces documents d'une page. Nous passons par le premier segment ou la première rubrique qui est le segment client. Le segment client vous permet d'identifier à qui s'adresse votre solution effectivement. Vous avez des images ici. Vous avez cette image-là où il y a la population. Une grande population. On peut dire ici c'est le marché cible en fait. Par exemple, vous qui êtes à Kananga, ça, on va dire que c'est la ville de Kananga avec sa population. Alors, faire la segmentation client, c'est arriver à catégoriser cette population de la ville de Kananga. Ils sont jeunes, ils sont vieux, c'est des femmes, c'est des hommes. Ils ont quel âge? Ils ont quel niveau de vie? C'est des chômeurs, c'est des travailleurs. Donc, vous catégorisez ceux-là que vous ciblez par votre solution. Par exemple, aujourd'hui, si moi, je vais mettre en place une entreprise qui produit les bonbons, mon segment client sera différent de celui-là qui produit, par exemple, la personne qui produit la bière, au fait. Lui, dans sa segmentation, il aura des adultes qu'il va mettre comme segment client. Moi, j'aurai des enfants, des écoliers. C'est comme ça que c'est important de définir
la segmentation client. Alors, il y a deux critères importants que vous devez prendre en compte lorsque vous êtes en train de définir votre segment client. D'abord, vous devez comprendre vos clients, c'est des entreprises ou des individualités. Donc, arrivez à distinguer si vos clients, ça sera des entreprises ou des individualités. Si ce sont des entreprises, quel type d'entreprise c'est? Quels sont leurs niveaux de revenus ou leurs chiffres d'affaires? Quelles sont leurs zones géographiques plutôt? Où est-ce qu'elles se situent ces entreprises-là? Si ce sont des particuliers ou des consommateurs directs, ils ont quel âge? Ils ont quel sexe? Ils habitent où? C'est quoi leur mode de consommation par rapport aux produits que vous leur ramenez? Je ne sais pas si on sait se comprendre par rapport à cette première rubrique, les segments clients. Et s'il y a des questions, on les prend comme ça, on évolue en étant sûr qu'on se comprend mieux. Allô? On ne s'est pas perdu, j'espère. Voilà. Oui. Sinon, coach, moi, je voulais quand même demander de faire défiler votre écran parce que... Vous ne voyez pas? Sur le même. Vous êtes arrêté sur quoi exactement? Vous n'arrivez pas à voir la partie sur les segments clients? Oui, ça va maintenant. Ah, mais vous n'avez pas parlé depuis le début. Je vous ai montré la population alors que vous ne la voyez même pas. J'ai parlé de ces images ici. Lorsque je parle de la population, celle-ci c'est comme la population des Kananga en général ou des Mbujima en général. Donc lorsqu'on parle de faire la segmentation client, c'est de vous dire, sur toute la population des Kananga, moi je vise qui a le besoin de consommer mon produit. Là, vous mettez de côté ces personnes que vous visez. Maintenant, dans ces personnes que vous visez, quelles sont les catégories? Comment est-ce que vous pouvez les classifier ou les catégoriser? En termes d'âge, des lieux d'habitation, de sexe, de mode de consommation, du pouvoir d'achat et du niveau des revenus. Et vos clients, ça peut être aussi des entreprises. Quelles seraient ces entreprises? Elles seraient où? Ce serait quoi leur pouvoir d'achat aussi? Je ne sais pas si ça va maintenant et qu'il y a une question ou pas. Y a-t-il une question, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de question. Zéro question. Ok. La question que je voulais vous poser, c'était de répondre par rapport aux segmentations clients. Je voulais savoir si ça intéresse seulement l'âge. Vous venez de tout balayer en disant que ça peut être aussi en fonction des types d'entreprises, du type de recrutement et aussi l'âge et compris. Ok, merci beaucoup. Il y a une question, Crispin avait, j'ai vu la main de Crispin, et puis Miss Christie. Oui, moi c'est pas une question. J'aimerais savoir si après l'atelier, vous pourriez nous envoyer le fichier en fait. Parce que c'est trop petit et on n'arrive pas à voir. Surtout que moi j'ai un problème de vision. Oh là là, désolé. Je vais vous le partager en tout cas. Je partagerai le fichier, vous allez les lire. Merci beaucoup. Alors, s'il n'y a pas de questions, je suis sûr qu'en ce moment ici, chacun est en train de se faire l'idée de son segment client. Je vais prendre au hasard, choisir quelqu'un qui peut nous parler de son segment client, qui n'a pas parlé depuis le début. Oui, Joël. C'est une question? Ou bien vous voulez nous parler de votre segment client? Non, oui. Je voulais parler de mon segment client. Voilà, allez-y. Ok. Moi, les segments clients ici à Kananga, il y a les jeunes gens qui en consomment, aussi les responsables en famille. Ah, c'est déjà un bon. J'ai les deux catégories. Ok. Oui. C'est déjà un très bon catégorie, les jeunes, les étudiants aussi, les responsables dans leur foyer. C'est moi ça, les segments clients. Ok, important. C'est important que chacun de nous arrive à identifier ça. C'est vraiment important que chacun arrive à identifier son segment client comme ça. Vous arrivez à voir la deuxième partie, proposition de valeur? C'est trop petit, hein, on ne voit pas. Vous ne voyez pas? C'est trop petit. Les téléphones, d'accord. On va vous partager. Mais là, on est
à la deuxième partie ou la deuxième rubrique. Oui, il y a une question. Ouais, s'il vous plaît, coach Mike. Oui. Comme nous sommes au niveau des segments clients, j'aimerais quand même poser une petite question. Oui. Je ne sais pas si vous me le permettez. Oui, allez-y. Je voulais quand même poser à 2 ou 3 personnes qui ont eu à parler de leur segment client. Je voulais quand même savoir sur base de quoi ont-ils parvenu à segmenter leurs clients. Donc, ils ont fait cette étude-là sur base de quoi et sur base des problèmes qu'ils veulent résoudre ou soit c'est comment. Merci. Joël, vous venez de parler, il y a une question pour vous. Sur base de quoi vous avez fait votre segmentation client? Merci beaucoup. Donc c'est sur base d'achat, la cible qui est en train d'acheter beaucoup plus les produits. Les petits enfants chez moi ne sont pas segment client dans les sens où les enfants n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de revenus pour pouvoir payer au moins les produits. Mais les jeunes qui ont des revenus et puis qui savent déjà l'importance du produit, l'avantage que je donne après explication, ils parviennent à acheter. Et j'ai aussi constaté qu'il y a des parents qui achètent et les enfants en consomment à travers leurs parents. C'est pas les enfants qui achètent beaucoup plus, mais c'est les parents qui achètent pour consommer en famille. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi les deux. Donc il y a les jeunes qui sont eux-mêmes, aussi les parents qui achètent pour leurs enfants. Ce sont les deux cibles que moi j'ai. Vous êtes satisfait, Odon? Martin aussi a un élément à ajouter. Odon, vous êtes satisfait pour la première réponse? Parfois, il a un peu raison, hein. Oui. J'ai besoin de comprendre que c'est quelque chose sur lequel nous devons encore rentrer beaucoup plus là-dessus. Oui. Vu que nous devons se faire comprendre la segmentation dans la clientèle. Parce que vous voyez déjà, Joël a dit qu'il a eu à segmenter sur base de personnes qui achètent son produit. Mais alors que tout produit doit répondre à un problème. Et les problèmes que le produit répond, c'est un problème de ses clients. Parfois, quelqu'un qui paye, Joël est en train de vendre son produit. Ma façon de le soutenir, c'est de payer son produit. Alors que son produit ne résout aucun problème pour moi. D'où il serait mieux pour Joël de pouvoir d'abord, face à son produit, aller d'abord sur le terrain, chercher d'abord, donc déjà voir que mon produit, s'il s'intéresse à qui, et présenter cela aux personnes qu'il veut réellement vendre son produit. Et on saura peut-être que non, ces produits ici, peut-être c'est pour, comme c'est une confiture à base d'ananas, non, c'est riche, peut-être c'est riche en calories, riche en ça et autres, peut-être c'est pour les étudiants, pour je vais donner l'exemple comme mais c'est un exemple un peu banal, les diabétiques et consorts. Et tu dis non, comme c'est pour les diabétiques, il y a peut-être une personne qui souffre de la diabète, mais qui manque comment se procurer ces produits. Mais comme c'est son produit, je peux les vendre maintenant sur base de ces moyens ou soit sur base de ses revenus. Alors moi, je vais devoir demander peut-être à Joël de pouvoir d'abord voir les valeurs de son produit, les valeurs peut-être nutritionnelles ou nutritives de son produit, et essayer aussi de faire des recherches sur les réseaux sociaux pour voir à qui va s'adresser réellement son produit et quel problème il va nécessairement résoudre. Merci beaucoup, cher. On peut dire on résout les problèmes de la production, de la consommation. Donc pour réduire les problèmes des coach. Oui. Vous avez fini? Allô, coach? Oui, allô, je vous suis. Arrêtez par là. D'accord. Je peux m'arrêter. Je peux m'arrêter par là et d'autres choses je pourrais causer avec Joël. En aparté, d'accord. C'est bien ce que vous avez dit. Il faudrait juste que Joël puisse noter ça, que Joël puisse noter ces éléments-là. Mais je pense qu'il y a des choses que Joël n'a pas dites, des choses que Joël n'a pas mentionnées.
il s'est plus attardé sur le pouvoir d'achat. Donc, il a fait sa sélection, sa segmentation client sur base du pouvoir d'achat. Mais je pense que dans sa pensée, j'imagine que dans sa pensée, avant de se baser sur le potentiel ou le pouvoir d'achat, il a d'abord réfléchi à qui s'adresser, en fait, aux besoins que sa solution venait combler. Et ça, c'est important de toujours marteler, de toujours d'abord réfléchir aux besoins que notre solution vient combler avant de se baser sur les autres éléments de la proposition, de la valeur. Oui, Joël, vous voulez encore réagir? Oui, je voulais réagir. Merci beaucoup d'abord pour la précision. C'est ce que je voulais ajouter aussi. Par rapport à la segmentation client aussi, j'ai trouvé que ce sont des jeunes qui achètent beaucoup plus en dehors de ça parce que ils ont compris que dans la confiture que je suis en train de fabriquer, elle est riche en énergie et aussi en vitamines. Il se trouve quand ils sont fatigués, peut-être parfois ils sont revenus du coup tellement fatigués, mais avec une cuillère seulement de la confiture, ils se sentent vraiment très bien en énergie. Aussi les parents m'ont dit, certains parents m'ont dit quand ils achètent ça vraiment dans la famille, le matin là avant de déjeuner, quand ils mettent même dans les pains, vraiment ça leur donne beaucoup plus d'énergie de travailler un peu plus fortement. C'est ce que je n'avais pas ajouté, que je voulais juste compléter. D'accord. Alors on va prendre Maurice, mais on va quand même Martin plutôt. Martin, allez-y un peu plus vite, vu qu'on doit évoluer pour vous libérer à temps. Oui, merci cher coach. Alors, par rapport au segment client comme notre frère Rodon venait de lever, il avait dit qu'il avait besoin de 3 personnes qui devaient essayer de parler de la segmentation client. Par exemple, avec moi, comme je produis des ketchup à base de tomates, oui. Mon segment client, j'ai choisi les VIA, les enfants, les immunodépendants, les restaurants et aussi les ménages. J'ai fait cette sélection en fonction des valeurs nutritionnelles et en fonction d'un petit sondage que j'ai fait. Par rapport à la valeur nutritionnelle, j'ai compris que mon produit est tellement riche en vitamine C et aussi riche en calories. Alors, pourquoi j'ai choisi les VIA? Comme mon produit est très riche en vitamine C, les VIA, ce sont des personnes qui ont déjà un système immunitaire très faible. Alors, pour renforcer ce système, j'ai compris que s'ils consommaient régulièrement les ketchup, ça va leur éviter de faire des maladies qui vont dire leur système. Par rapport aux enfants, les enfants départirent, ils aiment consommer les histoires qui sont sucrées, puisque les histoires sucrées vont apporter de l'énergie qui vont aider à la croissance de ces enfants-là, tout ça au niveau du cerveau. Et pour les restaurants, beaucoup de restaurants sont dans des crises de tomates, des crises des ingrédients. Oui. Alors, moi j'ai compris, si je deviens client potentiel de ces restaurants-là, en leur donnant mon ketchup, ils peuvent utiliser ça facilement, donner ça à leurs clients et ça va leur permettre à pouvoir faire les histoires vite, puisque aller d'abord au marché chercher les tomates, si vous n'avez pas de congélateur, ça va pourrir, même si vous achetez ça en grande quantité. Mais si vous avez une bouteille de ketchup, vous pouvez utiliser ça 5 jours, 6 jours, ça va toujours être là pour satisfaire vos clients. Par rapport aussi au ménage, c'est presque chaque ménage. Sur 100% des ménages, il y a au moins, pour notre vie de Kananga, 60% des ménages, des jeunes au moins le matin. Et moi, j'ai compris que s'ils associent à l'heure déjeuner les ketchup, ça va aussi leur profiter avec eux. Voilà pourquoi j'ai fait ce segment. Parfait, bravo pour ça. On va prendre Félicité pour finir. Enfin, une dame quand même. Félicité. On a pris le jus d'ananas. Oui. On a vu qu'au niveau de Kananga, il y a beaucoup d'ananas qui pourrissaient. Et on a ajouté cette valeur ajoutée à l'ananas. Et nos clients potentiels, on a pris les entreprises de restaurants. On a pris aussi les individus. Je vais expliquer par rapport aux restaurants. Les restaurants, c'est parce que ils ont un gain, comme le produit où nous avons au niveau des Kananga, il n'y a pas une brasserie où on a déjà fermé, tout est importé, qui vient de
d'Mbujima et qui vient de Kinshasa. Ouais. Et à Kananga, c'était un besoin de produire de produire le jus local qui peut aider pour répondre aussi aux besoins de la communauté. Et les restaurants pouvaient acheter pour gagner aussi les bénéfices parce que notre jus c'est un peu moins cher par rapport au jus importé. Ils gagnent aussi, ils ont un marge bénéficiaire pour aider. Et à ce moment-là, nous avons créé le point de vente dans des restaurants de la ville. Par rapport aussi aux communautés, les jeunes consomment le jus. Allô? Oui, allô, on vous suit. Oui, les familles utilisent ça dans les anniversaires des enfants, les anniversaires, dans des fêtes, ils utilisent ça facilement parce que le jus importé est un peu cher par rapport à notre jus et il est énergétique. À part l'énergie, comme il contient la vitamine C, ça donne ça aussi beaucoup de potentialités. C'est un aliment le plus bio qui donne aussi de l'énergie, qui n'a pas tellement de conséquences au niveau de l'organisme, qui aide à la croissance et des jeunes, et des enfants, et de la communauté des vieilles, toute tranche d'âge aussi. C'est pourquoi on a choisi les segments clients et puis les segments entreprises et puis individus comme ça. Parfait, parfait. Est-ce qu'on peut acclamer quand même pour tout le monde? Là, au bas de nos écrans. Tout le monde qui est intervenu. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour vos interventions et pour tout ce que vous faites pour vos entreprises. Il y a Alphonsine. Non. Bon, on va continuer. On était au niveau de la proposition de valeur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écran, bien que tout petit. Alors, vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas proposition de la valeur, le point 2. Oui, on voit. D'accord, merci beaucoup. Alors, à ce niveau ici, c'est un élément important. Étant donné que vous connaissez déjà votre solution, vous connaissez à qui vous l'adressez et le marché sur lequel vous êtes situé, c'est important de vous poser la question de la valeur que vous apportez à votre client. Parce que les clients, il a le besoin. Les clients, il a de besoins, il a de problèmes. Odon a insisté sur ça, sur le problème et le besoin qu'il devra résoudre. Rassurez-vous maintenant, posez-vous la question, quel est ce problème que mon produit va résoudre, que les autres produits ne savent pas résoudre? Ça peut être un problème en rapport avec sa santé, ça peut être un problème en rapport avec l'acheminement de ces produits-là ou comment est-ce qu'il peut entrer en possession de ces produits, ça peut être un problème par rapport au coût. Donc vous devez vous poser cette question par rapport à la différence que votre produit fera par rapport aux autres produits sur votre consommateur. Et ce sera ça qui va faire partie de votre valeur unique. Et c'est comme j'étais en train de le dire, la valeur unique ou la valeur de votre produit peut être en lien avec la composition de votre produit qui a des nouveaux éléments constitutifs qu'il n'y avait pas sur d'autres produits. Ça peut être en rapport avec le coût, ça peut être en rapport avec les moyens d'acheminement ou des livraisons. Ça peut être en rapport avec tous ces éléments-là. Vous devez donc préciser quel est l'élément qui fait la différence avec votre produit. Le troisième élément, c'est les canaux de distribution. Je vais me rassurer que vous voyez quand même l'écran. C'est le canal de distribution. Par rapport au canal de distribution, ici, vous vous posez la question, comment est-ce que le produit quittera de vos mains ou de votre bureau ou de votre lieu d'activité vers les clients? Est-ce que vous prévoyez que les clients commencent à venir au bureau de votre entreprise? Est-ce que la personne peut fermer son micro, s'il vous plaît? La personne qui a ouvert le micro est en train de parler. Félicité. Madame Félicité, s'il vous plaît. Je vais fermer le micro. Hein. Voilà, donc ici au niveau des canaux de distribution, vous devez vous poser la question, comment votre produit quittera de votre entreprise vers les clients? Si votre canal de distribution, c'est que
vous avez un guichet là à votre entreprise, les clients viennent le payer, il faudrait préciser. Si votre canal de distribution, c'est que vous aurez des points de vente, il faudrait préciser que vous aurez des points de vente dans tel site, dans tel autre site. Si votre canal de distribution, c'est que les personnes qui sont intéressées passent leurs commandes en ligne et puis vous leur faites la livraison, il faudrait préciser le canal de distribution. Parce que, c'est comme j'étais en train de le dire, le canal de distribution vous permet aussi plus tard de ne pas oublier à prendre en compte certaines ressources. Si votre canal de distribution, par exemple, ce sera de mettre en place un site internet et commencer à accepter des commandes et aller faire des livraisons à moto, à véhicule, vous voyez que ça va vous demander au niveau des ressources le moyen pour concevoir les sites, payer la moto ou les véhicules. Donc c'est important de préciser ces canaux de distribution. Et en pensant au canal de distribution, ayez aussi à l'esprit ce que font les autres. Pensez rapporter toujours quelque chose de nouveau. Si les autres, ils font leurs produits et les gens viennent payer chez eux, vous peut-être réfléchissez à un moyen qui va faciliter la tâche aux clients. Parce que les clients voudraient bien avoir le même produit là, mais le plus facilement que possible. Si vous lui offrez le moyen le plus facile, il paie le même produit qu'il payait ailleurs, il fallait qu'il fasse des distances pour l'avoir, mais vous venez lui livrer, les clients seraient aérés de payer même des frais supplémentaires auprès de vous pour avoir le même produit. Là, c'est pour ce qui est des canaux de distribution. Après, nous avons la relation client. Et ici, au niveau de la relation client, moi, j'ai mis ça toujours en 3 catégories ou en 3 segments, la relation client. Le premier segment, c'est que quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour attirer vos clients. Donc, ils ne connaissent pas que votre produit existe. Par exemple, Giscard fait la mayonnaise. Personne ne sait à Kananga que Giscard fait la mayonnaise. Quelles sont les stratégies que Giscard a mises en place pour faire savoir à la population de Kananga ou bien à sa cible que voilà, moi là, je suis en train de faire la mayonnaise dans mon entreprise. Ça peut être de faire des communications au travers des réseaux sociaux. Ça peut être de faire passer des communiqués à la radio. Ça peut être tous les soirs utiliser le microphone pour commencer le mégaphone pour commencer à sensibiliser dans sa communauté. Là, c'est la stratégie relation client pour les segments capter ou entrer dans le marché, captiver ses clients, entrer dans le marché. Alors que vous avez déjà capté vos clients, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour les maintenir? Là, c'est le deuxième segment au niveau de la relation client. Les clients là que vous avez sensibilisés, qui savent que vous existez, vous avez votre jus, vous avez votre ketchup, comment vous faites pour les maintenir? Ça peut être que voilà, vous avez un système où vous avez des clients qui sont des clients, je ne sais pas comment les catégoriser. Lorsqu'il a payé 2 produits par exemple, et qu'il a payé 2 fois par semaine, vous pouvez lui ajouter un produit le week-end. Il a un cadeau comme ça que vous lui offrez. Ça peut être ce que j'étais en train de dire, lorsque vos clients viennent, vous notez leur date d'anniversaire, vous leur souhaitez leurs anniversaires le jour où ça arrive, vous leur faites des cartes de visite. Là, c'est ce que vous faites pour fidéliser ou maintenir vos clients. Vous devez avoir des stratégies comme ça, bien réfléchies. Parce que vous devez vous rappeler que les clients là que vous attirez, de même qu'aujourd'hui vous avez décidé d'entreprendre, aujourd'hui, il y a quelqu'un aussi à la maison en train de réfléchir comment commencer son entreprise. Cette personne-là vise la même clientèle que vous. Donc, le même client que vous avez mobilisé hier là, si vous n'arrivez pas à avoir des stratégies pour les maintenir à vous, c'est lui qui viendra demain avec son entreprise, les aura, il va les prendre. Parce que les clients, il veut là où on lui offre mieux. Et là où on l'entretient bien. Vous avez déjà remarqué, vous aussi, vous allez souvent dans le marché. Vous arrivez au marché, il y a 2 dames qui vendent. Il y a une qui vous appelle en vous suppliant. Oh, le mari de ma fille. Le mari de ma fille. L'autre, il est en train de te bouder. La dame là va tellement te supplier que tu ne vas pas avoir comme premier réflexe voir la qualité de son huile ou de son produit. D'abord, tu seras poussé à aller voir, acheter même. Tu penseras à la qualité plus tard. Parce que cette dame a utilisé une belle stratégie d'approche. Et ça, c'est très important. Maintenant, les derniers segments au niveau de la relation client, c'est de penser comment est-ce que vous faites pour avoir des nouveaux clients.
Là, vous avez le premier client, vous les avez fidélisés. Comment vous faites pour avoir des nouveaux clients? Parce que l'idée de l'entrepreneur, c'est d'avoir au maximum des clients pour faire le plus de revenus. Vous n'allez pas vous contenter d'avoir un portefeuille client de 100 personnes, 200 personnes seulement. Si vous entreprenez en Mbujimaï, votre objectif, c'est d'avoir à un moment donné tout Mbujimaï comme client. Plus tard, vous voudrez aussi avoir Kananga comme portefeuille client. Plus tard, vous voudrez avoir les autres provinces. Pourquoi pas le monde entier? Et ça, c'est l'objectif. Mais maintenant, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour conquérir votre client? Ça peut être en réfléchissant de plus en plus sur comment est-ce que vous pouvez faire à ce que vos produits soient le moins cher que possible. Donc, ils ont la même qualité que les autres produits, mais ils sont le moins chers. Ça peut être en découvrant, par exemple, un coin où on vend votre matière première à moins cher, vous la ramenez à moins cher, et ça fait que vos produits sont à moins cher. Il y a une question? Oui, Obed. Obed, il y a une question. Vous avez une question. Vous avez levé la main. Je pense que c'est une erreur. Alors, là, on s'est compris par rapport à la relation client. Je résume un peu. Au niveau de la relation client, il y a 3 segments. Comment vous attirez vos premiers clients, comment vous les maintenez ou vous les fidélisez, et comment vous faites pour attirer d'autres clients. Et nous allons passer à un autre élément qui précise les sources des revenus. Donc, la rubrique 5, vous devez préciser les sources des revenus. Ici, vous devez préciser ce qu'on achète finalement dans votre entreprise. Qu'est-ce qu'on achète dans votre entreprise? Obed? Oui, bonjour Monsieur Mike, bonjour tout le monde. Bonjour Obed. Je tiens vraiment à m'excuser pour ces retards. Si j'ai vu d'entrer à peine, c'est parce que je suis en train de passer mon stage à la banque. Et il y a vraiment des obligations. Si vous avez une question, Obed, passez à la question s'il vous plaît. Obed, si vous avez une question, on est en train de clôturer. Si vous avez une question... Vous me recevez? Oui, si vous avez une question, posez la question. Vous allez vous justifier auprès des Kouetoudibians. Il n'y a pas de problème. Oui, Obed, s'il vous plaît. Vous pouvez d'abord continuer au fur et à mesure qu'on continue. C'est bon. Je vais poser des questions. Merci. Arrêtez alors votre micro, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Voilà, merci. Alors, ici, au niveau de source des revenus, vous devez préciser ces produits que vous mettez en place qui vous fait gagner de l'argent. Par exemple, pour l'entreprise où on produit les jus, vous devez préciser votre argent, vous le gagnez, c'est en vendant du jus, principalement. Est-ce qu'en dehors de vendre du jus, il y a d'autres produits dérivés de ces processus-là que vous vendez, par exemple, les résidus là, est-ce qu'il y a une matière que vous vendez encore qui vous fait entrer de l'argent? Si votre activité principale, c'est vendre les jus, notez, OK, activité ou source de revenus, la vente des jus. Maintenant, précisez, ces jus-là, vous les vendez par quel mode? Quels sont les modes par lesquels vous vendez? Est-ce que c'est par un mode d'abonnement? Est-ce que c'est par déjà des achats directs sur votre guichet? La personne vient, elle achète sa bouteille et puis elle boit. Ou bien vous avez un mode où les gens s'abonnent. La personne peut venir prendre un carton de jus, venir payer à la fin des semaines, ainsi de suite. Ou bien c'est par location. Par exemple, il y a des gens qui offrent des services. Ils peuvent faire louer leurs produits, leurs services. Donc, vous devez préciser ces éléments-là au niveau des sources des revenus. Oh, j'ai perdu ma connexion. Aïe. Je vais d'abord, qu'est-ce qui se passe?
Alors. Ah. Alors, désolé, excusez-moi. Vous allez comprendre en tout cas. Oh, vous êtes de retour. Ouais, j'avais perdu ma connexion en tout cas. Ça, c'est une opportunité pour les entrepreneurs encore de faire à ce que nous ayons des connexions. Nous ayons de l'Internet qui est assez fiable et tout. Allô, coach Mike? Oui, allô, je suis là. Allô. Bon, il est là. Allô. Oui, on vous entend. Désolé, en tout cas, j'avais perdu ma connexion. Oui, allô, coach Mike, on vous entend. D'accord, on vous entend. Merci beaucoup, merci. Ok, beaucoup. Pas de souci. On va quand même y aller plus vite pour finir, vu que le temps est passé. Donc, je pense qu'on a compris la partie source des revenus. Là, on définit le produit principal que l'entreprise vend. Et c'est quoi le mode par lequel on le vend? Est-ce que c'est par mode direct au travers des guichets? Est-ce que c'est par abonnement? Est-ce que c'est par... on fait louer le produit par location? Comment ça se passe? Après, on doit aussi préciser les ressources clés. On est en train d'en parler. Pour arriver à mettre en place la solution que nous proposons, il nous faut de moyens. C'est important de définir tous ces moyens-là. C'est des moyens matériels. Ça peut être un endroit pour la fabrication, la production de ce qu'on fait. Ça peut être le bien mobilier, ça peut être le matériel, ça peut être le moyen de déplacement, les véhicules. Ça peut être aussi un accès à l'Internet. Ça peut être aussi le moyen immatériel. Par exemple, pour ceux qui sont dans la chaîne de production de produits alimentaires, de produits de consommation, il y a des brevets que vous devez avoir au travers de l'OCC. Il y a des autorisations que vous devez avoir au travers de, je crois, des visions de l'environnement et toutes ces choses-là. C'est des choses que vous devez planifier en amont. Pendant que vous êtes en train de mettre en place votre modèle économique, pensez déjà à planifier ces ressources immatérielles-là. Quel est le brevet qu'il vous faut? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur que vous devez payer parce que dans votre chaîne de production, vous utilisez un produit qui ne vous appartient pas? Il vous faudrait payer des droits d'auteur. Est-ce qu'il y a votre marque même que vous devez faire enregistrer? Excusez-moi de prendre quand même beaucoup plus l'exemple de Giscard en tout cas. Giscard produit la mayonnaise et cette mayonnaise a déjà même un nom. Par exemple, c'est Mayo Katala, un truc comme ça. Alors, est-ce que ce nom-là, c'est un nom que vous avez donné seulement, on dirait un papa qui donne le nom à son enfant, ou bien c'est un nom qui est certifié déjà? Vous devez mettre ça dans votre modèle économique. Est-ce qu'il y a une compétence que vous n'avez pas, qu'il vous faudrait mobiliser ou acquérir dans le bien de l'entreprise? Vous devez mettre ça dans les ressources immatérielles. Est-ce qu'il y a une expertise que vous devez louer ou solliciter ailleurs, que vous devez, pour le bien de l'entreprise, vous devez mettre ça ici? Est-ce qu'il y a un logiciel qu'on doit concevoir pour vous, pour mieux gérer votre entreprise, ou une base de données qu'on doit faire pour vous? Vous devez mettre ça au niveau des ressources immatérielles. Il y a également les ressources humaines que vous devez mobiliser. Vous devez noter combien de gens il vous faudrait en termes de salariés, main d'œuvre et tout. Et enfin, quelles sont les ressources financières qu'il vous faudrait pour mieux faire fonctionner votre entreprise. Plus vite on passe à la partie des activités clés. Votre activité ou votre entreprise a une activité principale. C'est la production des jus des fruits, par exemple. Ou c'est la production du ketchup à partir de la tomate. Alors, quelles sont les activités qui vous amènent à arriver... En fait, quelles sont les activités qui vous amènent à cette activité principale de la production du jus des fruits ou du ketchup? Ce sont ces activités-là que vous devez énumérer ici, ces activités clés-là. C'est par exemple, vous, par exemple, pour arriver à produire vos ketchup, vous cultivez d'abord la tomate. Vous mettez culture de la tomate, et puis il y a récolte, il y a achat d'autres matières premières qui entrent en composition de votre produit, et finalement fabrication de votre produit, vente ou location, ou ce que vous faites. Là, ce sont des activités clés que vous devez préciser. Parce que ces activités clés, lorsque vous les précisez, elles vous permettent aussi de comprendre le moyen que vous devez engager
pour les réaliser toutes. J'espère qu'on se suit quand même par rapport à ce point-là. Le point 8, ce sont vos partenaires clés. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre solution, mettre en place votre produit ou vos services, mais vous ne pouvez pas le faire seul. Il y a toujours des ressources extérieures que vous devez mobiliser pour arriver à mettre en place ces produits ou ces services-là. Ça peut être des fournisseurs, ceux qui vous fournissent la matière première. Ça peut être les taximens que vous sous-traitez pour faire la livraison de vos produits. Ça peut être les anciens clients que vous utilisez pour faire votre promotion parce que lui a déjà consommé votre produit, il en sait quelque chose, il faudrait qu'il en parle bien. Ça peut être un ambassadeur de votre produit. Ça peut être un expert que vous sollicitez pour régler une question au sein de votre entreprise. Donc, vous devez lister tous ces acteurs externes à votre entreprise, mais qui sont importants ou utiles à la bonne marche de votre entreprise. Et ceux-là, on les appelle les acteurs clés. Et ils sont au niveau de la rubrique 8 de votre modèle économique. Enfin, nous avons ce qu'on appelle la structure des coûts. Ici, vous avez tout le coût là que vous devez engager pour arriver à mettre en place votre produit ou vos services. Et ces coûts impliquent aussi les dépenses que vous devez engager. Et ces coûts sont catégorisés en deux. J'espère qu'il y a des économistes ici, ils vont mieux comprendre ça que quiconque.